Cet épisode est en partenariat avec Preventica. Il est également rendu possible grâce à vous, nos patriotes, sur Patreon. Pour plus d'informations, on se retrouve en fin d'épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé « Intervenir avec les exosquelettes » où nous discuterons de la place de l'ergonomie dans les interventions avec, par et malgré les exosquelettes. Au micro pour cet épisode, nous retrouvons Antoine Rigolet et Eva Goulois. Bonjour Antoine. Bonjour Eva. On se retrouve aujourd'hui sur le salon Preventica pour enregistrer donc un épisode en live, notre première pour Parlons peu, parlons ergo, sur le sujet des exosquelettes. Tout à fait. On a remarqué depuis quelques temps qu'il y avait une émergence autour de la question des exosquelettes, que ce soit dans les entreprises mais aussi au niveau des intervenants sur le travail, parce que que ce soit des ergonomes, les HSE, les préventeurs, etc. En fait, c'est des questions dont ils sont obligés de se saisir et auxquelles ils sont confrontés, et aussi des nouveaux usages qui apparaissent avec les exosquelettes. Donc nous, ce qu'on aimerait dans cet épisode, c'est pouvoir faire le tour des enjeux que les exosquelettes posent dans les pratiques des ergonomes et de manière générale des intervenants du travail, mais aussi de pouvoir identifier les perspectives d'action dans les interventions ergonomiques. Aujourd'hui, pour en discuter, on va retrouver Audrey Castellera et Marianne Grangeret. Je vais vous laisser vous présenter une par une. Bonjour à tous, moi je suis donc Marianne Grangeret, je suis ergonome et associée chez Moten Technologies. Donc je travaille avec les exosquelettes depuis 2018, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé chez Renault pour une démarche d'intégration d'exosquelettes. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Castellera, je suis ingénieure prévention des risques chez Framatome depuis 2013 et ergonome depuis 2018, et chez Framatome on travaille sur les exosquelettes depuis 2015. Merci à toutes les deux de votre présentation. La première thématique qu'on voulait aborder, c'était justement de se questionner autour de l'exosquelette en lui-même, qui est un bien, qui est quelque chose de tangible et de physique. Du coup, on se demande finalement, est-ce que quand on intervient sur la question des exosquelettes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un questionnement à faire en amont sur comment est-ce que ça a été conçu et comment les concepteurs ont réfléchi à cet outil, à ce dispositif technique. Peut-être pour commencer, Audrey, je t'en prie. Alors effectivement, en 2015, on a commencé à travailler sur les exosquelettes. Les premiers fabricants des exosquelettes, c'est des questions qu'on leur posait sur leur manière de concevoir les exosquelettes, et on avait assez peu de réponses. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a beaucoup évolué. On a de nombreux exosquelettes qui sortent dans le commerce tous les 3 ou 4 mois, voire plus. Et aujourd'hui, on a surtout des entreprises qui ont des ergonomes dans leurs équipes. Et en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que ça change beaucoup de choses. Déjà dans la conception des exosquelettes, qui sont beaucoup plus à l'écoute des besoins des utilisateurs, qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus faciles de réglage. Donc ils ont pris en compte les besoins des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment une différence. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, on a des concepteurs qui se posent des questions sur l'ergonomie, sur comment on va mettre en place un exosquelette dans un poste de travail et si oui ou non ça peut correspondre, ce qui change beaucoup. Au niveau des concepteurs, ils ont aussi travaillé sur l'intégration grâce à des démarches ergo, c'est ça ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des entreprises qui commercialisent les exosquelettes, qui viennent avec des ergonomes, qui viennent visualiser le poste de travail, poser des questions aux salariés, et donc qui vont vraiment en fait faire une étude de poste avec nous en interne, avec nos connaissances métiers, et ça va vraiment nous permettre de savoir si oui ou non le poste de travail a un besoin
d'exosquelette et si surtout cet exosquelette-là va correspondre aux besoins des salariés. Peut-être juste Audrey et Marianne surtout, est-ce que tu es d'accord quand Audrey parle de s'intéresser au poste de travail ? Oui, complètement. Moi, ce que j'ai vu en tant qu'ergonome interne, puis ensuite prestataire externe, c'est un changement, un changement un peu de point de vue globalement sur l'exosquelette. Avant, on était plutôt sur quelque chose de simple, c'est-à-dire une réponse mécanique à un problème biomécanique. C'était au tout début vraiment de la démarche, au tout début du moment où les exosquelettes ont commencé à arriver, c'était comme ça. Un problème, une réponse. Et en fait, on se rend compte que cette réponse mécanique, finalement, est intégrée dans un environnement qui est complexe, qui est changeant, qui est particulier, du coup, à chaque entreprise, voire à chaque personne, surtout à chaque personne. Et du coup, ça nécessite aussi pour les fournisseurs concepteurs de changer leur fusil d'épaule, chose qu'ils font et qu'ils ont fait actuellement, on a bien vu le changement. Et donc, du coup, de partir sur vraiment des démarches d'intégration. Au sein de Framatome, par exemple, vu que tu es sur les exosquelettes, Audrey, depuis 2015, est-ce que tu as un exemple d'intégration réussie ? Bon, on a travaillé ensemble et dans mon entreprise, on a une démarche d'intégration ergo, justement. Mais est-ce que tu as il y a le Rex avec nous, mais il y a aussi d'autres entreprises avec lesquelles tu as travaillé sur une intégration réussie ? Donc nous, on a une diversité de métiers, donc on s'occupe de la maintenance dans les centrales nucléaires. Et donc on a une diversité de métiers qui est assez importante. On a des contraintes de travail qui sont importantes. On travaille dans des milieux qui sont contaminés. On travaille dans des milieux où il fait chaud, dans des milieux contraints. On a des surtenues. Et on a surtout des positions et des contraintes posturales qui sont identifiées. Donc on travaille notamment avec des meuleurs qui travaillent sur du meulage au plafond. Donc ils ont les bras à 90 degrés et ils vont porter une meule qui fait entre 3 et 6 kilos. Et cette meule, ils vont la porter à bout de bras, donc ils sont à genoux dans un milieu un peu exigu et ils vont porter la meule pendant entre une demi-heure et 1 heure, parfois plus, et ils doivent en fait avec la meule faire un geste technique. Et donc on a cherché une solution d'exosquelette pour les aider sur le support des membres supérieurs. Et pour avoir une démarche réussie, on a vraiment travaillé conjointement avec le fabricant. Mais l'idée, c'était surtout de faire découvrir l'exosquelette aux salariés, de les former sur l'exosquelette. L'accompagnement sur un exosquelette, c'est vraiment la clé de réussite. Donc nous, ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur le sujet. C'est au moins le REX qu'on peut faire passer aujourd'hui. C'est un accompagnement pour faire accepter l'exosquelette aux salariés, mais aussi pour faire accepter l'exosquelette sur une organisation. Donc il faut prendre le temps de former les salariés, de les familiariser à la démarche. Et aujourd'hui, après un protocole de test qu'on a fait en situation de formation, on a pu tester l'exosquelette en situation réelle avec le planning et les contraintes. Et on a les salariés qui ont validé le port de cet exosquelette-là pour le meulage au plafond et qui veulent l'utiliser maintenant sur toutes les phases de meulage au plafond. Mais ça a pris, on peut dire que c'est un travail d'1 an à peu près. Donc il faut de la patience et il faut de l'accompagnement pour réussir. Et c'est qu'ensemble, on a réussi aussi à cibler une situation de travail et non une activité. C'est ça qui était hyper important. C'est que les meuleurs ne font pas que ça et qu'on a réussi à vraiment cibler une situation de travail et ils ne vont pas l'utiliser sur toute leur activité. Oui, ce qu'on a compris sur les exosquelettes depuis quelques années et le deuil qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas d'exosquelette multitâche et que souvent les exosquelettes sont monotâches et ne peuvent pas correspondre à l'ensemble d'un poste de travail. Quand on a eu compris ça, on a ciblé vraiment la tâche de travail qui était la plus contraignante pour trouver l'exosquelette correspondant et qui soit le plus optimisé possible pour le salarié. Et à partir de là, on explique souvent que sur un poste de travail, peut-être qu'il y aura 2 exosquelettes pour 2 phases de travail différentes, mais qu'un exosquelette ne pourra pas tout faire. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est important aussi dans la démarche, c'est de spécifier, de vraiment travailler sur les gestes et de trouver l'exosquelette qui correspond aux gestes du salarié. C'est génial, vous abordez une des questions que j'avais qui était de se questionner, est-ce que finalement on peut intégrer l'exosquelette n'importe où et sur n'importe quelle situation de travail, Marianne ?
Ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ce soit possible et faisable. Malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui intégrer l'exosquelette partout, tout simplement parce que l'humain est trop complexe et les situations dans lesquelles il travaille sont trop complexes, elles aussi. Un exosquelette, souvent, il va répondre à une question, enfin en tout cas à une demande, un besoin, généralement. C'est très difficile de trouver un dispositif qui puisse répondre à plusieurs catégories de gestes, par exemple. Après, Antoine me contredira peut-être. Mais globalement, de façon, j'ai envie de dire très schématique, un exosquelette est monotâche et une personne est très loin d'être monotâche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est surtout sur des exosquelettes mécaniques, système passif. Ce qui fait que si on apporte une assistance dans un sens, il y a forcément une contrainte dans l'autre. Que donc si on assiste plusieurs groupes musculaires, ok, il y aura plusieurs assistances, mais il y aura aussi plusieurs contraintes. Et là, on risque de perturber les gestes classiques de l'opérateur et de perturber son activité. Et le but aujourd'hui, pour moi, pour les exosquelettes, enfin un dispositif d'assistance physique, c'est que ça ne vienne pas changer l'activité de l'opérateur. Je veux rebondir effectivement sur ce que tu dis, Antoine. C'est très important de comprendre que l'exosquelette, c'est vraiment un équilibre entre les contraintes que ça peut lui apporter, notamment... alors aujourd'hui, on a des exosquelettes passifs qui sont assez légers, qui sont faciles de réglage, mais il n'empêche qu'on rajoute un dispositif sur un poste de travail qui potentiellement est déjà contraignant. Et donc ça va vraiment être l'équilibre entre les contraintes qu'il va avoir et puis surtout les bénéfices. Si cet équilibre est en faveur des bénéfices, le salarié va accepter l'exosquelette. Si en revanche, on a autant de contraintes, voire plus, on est plutôt dans une acceptation qui va être plus difficile et souvent on va avoir un exosquelette qui va être laissé de côté. En tout cas, là je parle de l'expérience Framatome, mais... Pour rebondir un peu sur le côté effectivement coût-bénéfice, j'ai un exemple concret que j'ai vu sur les lignes de prod automobiles. Typiquement, c'est un opérateur qui travaille sous caisse, donc bras en l'air. Vraiment, il est sous caisse. Donc en théorie, il est censé travailler que bras en l'air, globalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a intégré, on a testé un exosquelette pour les membres supérieurs avec l'objectif de lui soutenir les bras quand il travaille pour pouvoir mettre les pièces sous caisse. C'était les bouchons. Et en fait, on s'est rendu compte que l'humain est faillible et en fait, des fois, il n'arrive pas à mettre les pièces du premier coup et les pièces tombent par terre. C'est bête. Mais sauf que les pièces qui tombent par terre, il faut les ramasser. On les laisse pas par terre parce qu'après, il y a d'autres risques. Et en fait, l'exosquelette l'empêchait de ramasser ses pièces quand il tombait par terre. Et à partir du moment où il était empêché, ne serait-ce qu'une fois, à faire ce geste-là, l'exosquelette, il a été rejeté immédiatement. Même s'il fait tomber ses pièces une fois tous les 20 voitures, ça suffit pour en fait que l'exosquelette soit complètement rejeté. Je rajouterais qu'on parle là exclusivement de la partie physique, mais sur le côté cognitif ou est-ce que psychosociaux, il y a aussi des enjeux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable de construire cette intervention aussi au niveau social, d'impliquer les opérateurs, de voir qui est volontaire et de ne pas l'obliger. Parce que aussi, il y a une vision du port de l'exosquelette qui peut être mal vue parfois dans certains milieux. Et je crois qu'on a aussi un boulot, les ergos ont un boulot aussi à ce niveau-là. Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le salarié. Donc chez Framatome, aujourd'hui, j'espère que ça le restera, tous les salariés sont volontaires pour porter les exosquelettes. On est vraiment dans une démarche de découverte et on n'impose pas l'exosquelette puisque ça reste un dispositif quand même innovant, contraignant. Et effectivement, l'opérateur va, dès le début, être dans la démarche. On va vraiment lui présenter, on va casser les idées reçues qu'on a sur les exosquelettes. Ça, c'est très important. À chaque fois qu'on fait une présentation sur demande des équipes ou des salariés, on commence toujours par les idées reçues qu'on a sur les exosquelettes pour casser les fantasmes qu'on peut avoir et qui peuvent décrédibiliser des fois les démarches ou... avoir des salariés qui sont un peu déçus puisqu'aujourd'hui les exosquelettes ça reste des dispositifs qu'on peut ne même pas voir sur le salarié parce que par-dessus une veste de travail c'est la même couleur donc et il y a encore un fantasme de Ironman, il y a le fantasme de je peux porter plus. Encore hier, après, j'ai un salarié qui m'a demandé si avec l'exosquelette, il pouvait à 4 porter une pièce de 200 kg avec l'exosquelette. Et donc du coup, la réponse c'était non, il était un peu déçu. Mais ensuite, l'idée, c'est vraiment de lui expliquer le pourquoi et surtout de casser l'idée qu'il ne portera jamais. Déjà, 200 kg à 4, ça paraît vraiment énorme. Et qu'avec tous les exosquelettes qu'il peut y avoir dans le commerce, il va porter sa caisse, plus le poids de l'exosquelette,
et finalement les contraintes elles seront les mêmes. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Ce que j'en comprends, c'est que finalement, comme il y a un fantasme de l'homme moyen, il n'existe pas d'exosquelette moyen. Il n'y a pas quelque chose, une solution en fait clé en main pour toutes les situations de travail, et que forcément, du coup, quand on met en place un exosquelette, c'est situé et ça doit être remis dans le contexte de toute la situation de travail en entier, et que c'est pas un outil qui va conduire à un meilleur usage ou bon usage, parce que le bon usage finalement c'est celui qui préexistait avant l'exosquelette, et que c'est l'activité de travail qui prime avant le dispositif technique. Avant qu'on continue peut-être sur notre discussion, est-ce que dans le public il y a une personne qui souhaite poser une question ? Est-ce qu'il faut faire une étude très détaillée en ergonomie pour pouvoir mettre un exosquelette à quelqu'un sur une tâche particulière ? C'est-à-dire vraiment étudier ses gestes et postures, chronométrer combien il lève les angles, etc. Ou est-ce qu'on peut faire une étude globale en fait ? Alors de là, chronométrer les gestes, je pense qu'on peut s'épargner un chronogramme de l'activité poussée, effectivement, parce qu'en plus il y a une part de subjectif qui s'en mêle, c'est-à-dire il peut passer 70% de son temps à faire telle ou telle tâche, mais ça va peut-être être les 5% d'une autre tâche qui vont être problématiques globalement, donc c'est aléatoire, j'ai envie de dire. C'est compliqué en tout cas de dire qu'il y a une règle exacte là-dessus. Cependant, une analyse préalable est essentielle, ça c'est sûr. Ce qu'on fait généralement, alors après là je parle pour moi, je pense que toi tu pourras, c'est en fait une classification par geste globalement de la tâche. C'est globalement une classification des gestes qui sont faits, des amplitudes nécessaires, et puis aussi on travaille beaucoup en participatif pour en fait voir avec l'opérateur les tâches qui entre guillemets lui sont essentielles, et les tâches si ça se passe pas c'est moins grave. Typiquement on avait un cas précis où par exemple à un moment il devait faire une rotation du tronc, et en fait on se disait avec l'exosquelette cette rotation elle va être compliquée. Et après ça m'arrangeait en tant qu'ergo de dire c'est cool, on va pouvoir supprimer la rotation typiquement. Mais du coup oui, une analyse préalable est quand même très 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 fortement conseillée. En tant que du coup ergonome et intégrateur qui bosse dans une entreprise où on fabrique les exosquelettes, déjà on demande toujours s'il y a une démarche de prévention globale qui a été mise en place forcément. Et après, on essaye d'enquêter un maximum pour savoir comment est l'activité, et si, parce qu'on commence quand même à avoir un œil assez alors j'aime pas ce terme, mais d'expert quand même, où on sait que ça va aller ou non. On peut aller plus vite vers de la formation, location ou de l'achat, mais si j'ai le moindre doute sur la fréquence ou sur le fait que l'exosquelette puisse aider, je vais directement orienter en fait vers de l'ergonomie et un diag en préalable à voir si on va vraiment mettre un exosquelette et s'il n'y a pas autre chose à mettre en place en amont. Même si on les vend ces exosquelettes, on est un cabinet d'ergonomie avant tout, et pour nous l'exosquelette c'est vraiment la solution en dernier recours, en gros, si tout a été mis en place au préalable. Je partage ce qui a été dit, effectivement. On essaye de mettre en place les principes de prévention, et ensuite on fait une étude ergonomique qui peut être globale. Mais en tout cas l'idée c'est surtout d'avoir la connaissance du métier, des différentes contraintes qu'il peut avoir, pour pas être que biomécanique, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent finalement intervenir. Et puis de l'observation du travail, des vidéos qui peuvent aider l'étude. Et ensuite, nous en fait en général on passe au test. Quand on a identifié les membres qui étaient sollicités et qu'on a dans notre catalogue d'exosquelettes l'exosquelette qui en tout cas est potentiellement utilisable, on va faire le test avec les opérateurs, et puis ensuite on déroule un protocole. Pour continuer cette discussion et être dans l'idée qu'on développait juste avant, de prendre en considération la situation de travail dans son ensemble, quel est le processus justement d'intégration qu'on peut mettre en place ? Quelles sont les différentes étapes ? Concrètement, en fait, comment on s'y prend ? Si on est novice, si on a envie de mettre en place un exosquelette, comment est-ce qu'on fait ? Marianne, je te laisse commencer.
Alors déjà, il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a des grands principes qui fonctionnent partout, globalement. Moi, je dirais qu'il y a déjà 60% de l'intégration qui est réalisée avant même que l'exosquelette n'arrive sur place, globalement. Donc ça consiste en la communication. Tout ce qui va être communication, préparation de l'arrivée de l'exosquelette, du test, ça peut être anodin, mais le fait de déconstruire les idées reçues, justement, est extrêmement important pour la suite, généralement. Pour bien communiquer sur le principe d'action de l'exosquelette, comment est-ce qu'il fonctionne, les objectifs de la démarche, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on attend comme résultat. Et surtout le fait que ce soit une démarche basée sur le volontariat, qui soit là pour améliorer les conditions de travail et pas augmenter l'opérateur. Ça peut arriver dans certains secteurs d'activité qu'il y ait cette peur que en fait, l'exosquelette va nous demander de travailler plus, entre guillemets. Donc déconstruire un petit peu toutes ces idées reçues-là, qui prend, mine de rien, beaucoup de temps selon le périmètre dans lequel l'exosquelette serait intégré. Donc il y a cette grande partie de communication, il y a aussi la partie d'engagement des différentes parties prenantes. Il faut que le management de proximité, que le management tout court, que la direction soit impliquée dans le projet, qu'ils comprennent les enjeux et encore une fois qu'ils sachent ce que c'est un exosquelette, à quoi ça sert et ce qu'on attend de lui, etc., etc. Et une fois que ça c'est fait, il faut effectivement que le poste de travail soit bien identifié, connu, que toutes les solutions éventuelles aient pu être intégrées. Typiquement, là, ça m'est arrivé d'intervenir dans une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le poisson. Donc, ils prennent des poissons, ils font des filets, et après, vous les retrouvez au supermarché. Et en gros, on a mis un ultimatum, en fait, un petit peu, en disant, écoutez, on continue la démarche d'intégration d'exosquelettes si et seulement si vous m'intégrez des réhausses pour un poste spécial. Mais en gros, on a mis des conditions d'intégration et en fait, une de nos missions principales en tant qu'externe, et je pense que c'est aussi le cas en interne, c'est en fait d'établir les bonnes conditions d'intégration de l'exosquelette parce que si elles ne sont pas rassemblées, de toute manière, la démarche d'intégration sera soit vouée à l'échec, soit pas durable, globalement. Donc en fait, le plus difficile, c'est tout ce qui va se passer avant même que l'exosquelette soit sur le poste. C'est vraiment d'établir les bonnes conditions pour qu'on puisse en fait vraiment le tester dans un environnement qui soit finalement bon, entre guillemets, pour tester cet exosquelette-là. Bon, effectivement, je partage les étapes que Marie-Anne vient de décrire. Et nous, on s'aide aussi beaucoup des documents de l'INRS. C'est vraiment un peu notre guide, sont nos guides spirituels finalement parce que donc on a beaucoup travaillé aussi avec eux, mais eux ont mis à disposition des questionnaires qu'on utilise avant et après les utilisations d'exosquelettes. L'idée, c'est aussi de suivre. Finalement, quand je parlais d'accompagnement, c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand la personne, sur les premières sessions de découverte, va utiliser l'exosquelette, il y a vraiment un intérêt à lui poser des questions sur l'acceptation, les douleurs qu'il pouvait avoir avant, pour ensuite les comparer à après et pouvoir suivre un petit peu le comparatif. On suit aussi, nous, à quel moment la personne va devenir autonome avec l'exosquelette et se sentir capable de travailler avec. Donc ça, c'est vraiment aussi des critères pour nous pour passer à la suite, c'est-à-dire à quel moment on arrête d'accompagner finalement les salariés et à quel moment ils se sentent autonomes. Donc c'est vraiment une organisation à mettre en place. Et c'est vrai que le point très important dont tu as parlé, c'est l'engagement du corps managérial. Puisque du coup, si on a des responsables, managers de proximité ou même au management qui sont contre la démarche, à un moment, ça va mettre un frein dans la démarche et ça peut être un facteur d'échec, en tout cas, ou de non-acceptation de la solution. Et pour appuyer vos propos respectifs, on pourrait aussi parler de la FNOR, l'Agence française de normalisation, dont on fait tous les trois parties, pour la rédaction des normes à la bonne intégration de ces exosquelettes qui va sortir incessamment sous peu, mi-octobre je crois, où justement ça reprend tous ces principes-là pour la bonne intégration de ces exos. Voilà. Alors pour compléter de la part d'une novice totale dans les exosquelettes, je voulais juste rebondir sur la partie de ce qu'on appelle nous en ergonomie concrètement la construction sociale de l'intervention, parce que ça me semble important. On a parlé de l'acceptation sociale de la part des travailleurs sur le terrain qui sont concernés par la mise en place d'un exosquelette. On a aussi parlé des managers. Est-ce que finalement, comme dans toute intervention ergonomique, il y a cette mise en
place de comités de pilotage, comités de suivi, etc., des groupes de travail, vraiment pour avoir cette vision complète et impliquer l'ensemble du corps de l'entreprise dans la mise en place des exosquelettes. Alors oui, en fait, comme dans tout projet où on va intégrer un nouveau dispositif, l'idée effectivement c'est d'être structuré. Et comme disait Marianne tout à l'heure, plus on va mettre de la communication, on va identifier des acteurs, c'est-à-dire avec un... Alors on peut parler d'un comité de pilotage ou d'un groupe de travail, mais il faut vraiment que l'idée c'est que le manager soit là, les opérateurs, des personnes qui soient ergonomes, référents exosquelettes, souvent on fait venir aussi les prestataires et on a chacun un rôle, on va identifier ensuite des relais dans les équipes. Pour que les bons messages puissent passer, pour que s'il y a besoin de formation, on sache à qui en fait finalement s'adresser. Donc ça c'est très important et le suivi et l'accompagnement est très important, on l'a dit depuis le début. Donc effectivement il y a vraiment des étapes à suivre, à respecter au même titre qu'un autre projet. Et nous, on rend des comptes à notre CODIR sur les étapes, les succès, les tests qu'on fait, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, au bout de quelques années, quelles sont les bonnes pratiques qu'on veut garder et qui sont importantes finalement au succès de l'intégration des exosquelettes. Complètement, en fait, finalement, l'intégration d'un exosquelette, c'est exactement la même chose que l'intégration de n'importe quelle solution, qu'elle soit technique ou organisationnelle. Il faut des référents, il faut des gens qui suivent le projet, il faut des gens qui le fassent vivre. Et en fait, au final, l'exosquelette n'est qu'une solution parmi d'autres qu'il faut considérer de la même façon. Oui, complètement. Et nous, par exemple, chez HMT, même si on arrive qu'il n'y a pas eu de diagnostic ergonomique, ou même si on a eu un, tant mieux, on va recréer ce groupe projet, ce groupe de travail. J'ai eu l'occasion d'arriver après un diag de Marianne, par exemple. Donc là, c'était plus facile parce que tout était déjà créé. Et sinon, auquel cas, on le refait également. Donc, on recrée le groupe de projet, groupe de travail pour en fait construire aussi le projet pour que tout se passe bien et que les opérateurs soient bien intégrés au projet, soient référents et sachent ce qui se passe pour mener à bien le projet. Voilà. Pour continuer justement, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que finalement, dans le fond, qu'on parle d'un exosquelette ou qu'on parle d'un espace de travail, d'un open space ou n'importe quoi, finalement, ça ne change pas tellement toute la démarche qu'on peut mettre en place, la démarche ergonomique au sens où on l'entend en ergonomie de l'activité. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, enfin en tout cas j'entends beaucoup les ergonomes dire que ça change foncièrement la manière d'intervenir, alors que finalement en fait on est appelé avec cette solution technique comme on pourrait l'être pour n'importe quelle autre solution technique. On a l'habitude en tant qu'ergonome de rentrer sur des demandes qui sont déjà orientées sur les solutions, mais comment est-ce que concrètement on fait pour reformuler cette demande ou en tout cas pour réaxer l'intervention sur quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du problème du travail réel? Effectivement, chez Framatome, nous on est parti, les exosquelettes c'était vraiment une demande des salariés. Parce qu'en 2015, il y avait les premiers exosquelettes et finalement, il y a eu un intérêt. Et donc, on avait une boîte à idées et donc, on avait des salariés qui nous ont demandé si on pouvait travailler sur les exosquelettes en solution d'amélioration. Et donc, au final, nous, on n'a jamais parti d'a priori sur les exosquelettes. On s'est dit que c'était une solution comme une autre quand on avait fait le travail de protection collective, etc. Et qu'on a des postes aujourd'hui où aucune protection collective peut être mise en place. Et finalement, on est sur des installations avec des contraintes et les exosquelettes, un exosquelette par poste, vont répondre à un besoin. Donc au final, pour nous, c'est... je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... en tout cas, l'idée pour nous, c'est de le prendre comme une autre solution et de l'étudier avec le même sérieux, avec des critères, avec un suivi, et finalement de voir si ça correspond ou pas. Et donc que ce soit un exosquelette ou un autre dispositif, on va mettre le même intérêt à le tester.
Et est-ce que avant, tu dis que ça vient effectivement du terrain, ce qui est très intéressant et je trouve très positif pour mettre en place n'importe quel type de dispositif technique en place. Mais est-ce que avant justement d'aboutir sur la question des exosquelettes, vous avez questionné autre chose à partir du travail et de comprendre en fait quel était le problème qui a fait qu'ils ont demandé la mise en place d'un exosquelette? Oui, on questionne toujours le travail. En fait, on se pose toujours des questions. Alors, souvent, c'est sur des postes, effectivement, où il y a beaucoup de contraintes. Et quand on fait nos études de poste, on ne va pas directement venir avec l'exosquelette. On vient avec le fait d'étudier un poste pour améliorer ce poste de travail-là. Et il y a des postes qui n'aboutissent pas du tout à un exosquelette parce que c'est pas un objectif en soi d'avoir un exosquelette sur le poste. Donc on fait une étude de poste classique sur des contraintes, sur un poste qui peut présenter une accidentologie ou des situations dangereuses et sur lequel on va essayer de regarder ce qu'on peut faire en termes d'organisation, en termes de poste de travail, d'aménagement du poste de travail, d'organisation du temps de travail, de formation, qui sont finalement les facteurs biomécaniques, organisationnels, humains, classiques d'une étude ergonomique. Et après ça, aujourd'hui, on nous demande, on a des demandes en fait pour intégrer des exosquelettes, mais on fait toujours la même manière, c'est-à-dire qu'on passe toujours à une étude classique et ensuite on regarde ce qui peut être mis en place. Et dans ce qui peut être mis en place, il peut y avoir les exosquelettes. Mais avant tout, il y a une étude ergonomique. Et pour appuyer ce propos, nous on reçoit des demandes donc dans mon entreprise, diverses et variées tous les jours. Et en fait, avant quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, on va passer 1 heure à 2 heures, enfin voire 2, voire 3 rendez-vous pour justement reformuler la demande, analyser le besoin, analyser la demande justement pour être sûr qu'on part dans la bonne direction et si vraiment un exosquelette ça va être une bonne piste de réflexion ou s'il faut faire plutôt un diag-ergo en amont ou quoi que ce soit. Mais on passe vraiment beaucoup de temps avant d'aller rencontrer le client, avant de se déplacer. Il y a vraiment tout ce process ergo en fait qu'on a en amont de faire quoi que ce soit. Voilà. Et je pense aussi que les demandes, elles ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Et c'est ça aussi qui, je pense, continue de faire un petit peu peur, notamment aux ergonomes qui ne connaissent pas tout ce qui est exosquelette, enfin ergonome ou préventeur. En gros, il y avait des demandes qui étaient très pressantes sur une idée que l'exosquelette était un outil facilement intégrable. Un peu, on claque des doigts, enfin, on va dire, dispositif sur étagère, je le prends, je le mets sur quelqu'un et puis c'est magique, j'ai directement une diminution des contraintes qui se produit, puis diminution des TMS, et derrière, j'ai plus d'accident de travail. On attend encore la baguette magique, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Et globalement, avec aussi l'apprentissage et puis la sortie des différents documents, comme effectivement, comme citait Antoine tout à l'heure, l'INRS, etc., les demandes, en tout cas, pour nous, changent énormément. Maintenant, on est plus sur j'ai un exosquelette, je l'ai acheté, même j'ai acheté 3 exosquelettes et même 6, enfin j'ai eu des trucs. Et 6 exosquelettes, ils sont tous au placard, je comprends pas, il y a personne qui veut les utiliser. Ça, c'était les demandes, on va dire, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on évolue quand même sur, je pense qu'un exosquelette serait éventuellement utile sur ce poste de travail-là. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner pour que je n'investisse pas pour rien et pour pas que je bâtisse des faux espoirs éventuels auprès de mes collaborateurs. Donc les demandes déjà évoluent beaucoup, mais après je pense qu'au début, avec l'engouement qu'il y a eu autour de ces dispositifs, avec la publicité, le marketing qui a eu assez important, on a tous vu l'émission Arte avec Michel Simès. France 5, pardon, oui. C'est ça. Et il y a beaucoup d'idées reçues qui ont été véhiculées comme ça, et les conséquences de ce genre d'émission ont été assez dévastateurs sur les demandes. Toujours est-il qu'au début, c'était impressionnant, c'était une solution qu'on connaissait pas. En plus, il y a toujours la question de quels sont les effets à long terme, question à laquelle aujourd'hui, on peut difficilement répondre, en tout cas de mon point de vue. On ne sait pas en fait si au bout de 10 ans, ça va y avoir une diminution réelle des TMS, typiquement. On ne sait pas. Et donc, comme il y a beaucoup d'inconnus, ça peut impressionner, tout simplement. Et aussi, il y a autre chose, c'est que l'exosquelette, c'est quelque chose qui est porté directement par une personne et du coup, qui pose d'autres problématiques, mais qui touche énormément à la perception, au social, et puis en fait à l'environnement de travail, beaucoup plus qu'un outil lambda du type visseuse, quoi, tout simplement. Parce que la visseuse, on peut la lâcher si on veut pas. Un exosquelette, il faut quand même l'enlever. Faut y aller. Je rajouterais juste sur le dernier point qu'effectivement la perception que va avoir la personne qui va porter l'exosquelette et surtout son équipe
autour de lui, c'est très important aussi à accompagner. C'est-à-dire que nous, quand on vient présenter les exosquelettes sur une demande de poste de travail, en général, ça crée un petit attroupement. Et on a toujours les mêmes réflexions, c'est-à-dire, mais lui n'a pas besoin d'exosquelette puisqu'il est super musclé. Donc on a ces réflexions-là. Le fait que finalement, porter un exosquelette, ça va nous rendre un peu plus, en termes d'image, un peu plus faible. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner ça. Et donc ça, c'est très important parce que ça doit vraiment être accepté par l'ensemble des équipes. Et là, c'est la transparence qu'on va mettre en fait finalement dans notre communication, c'est expliquer ce qu'est un exosquelette. On met le terme exosquelette, mais on peut aussi parler de dispositif. Le mot exosquelette, il contribue aussi au fantasme finalement autour du sujet. Ça reste un dispositif quelquefois. Un harnais de posture, c'est considéré comme un exosquelette. Et ça reste quelque chose qui est assez classique. Et oui, je voulais aussi insister sur le fait que l'intégration d'un exosquelette, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose qui peut être très positif pour le préventeur, puisqu'en fait, c'est l'occasion de mettre un pied dans la porte et d'avancer éventuellement sur des améliorations d'un point de vue global. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, l'exosquelette devient un enjeu stratégique, puisque en fait, ça va permettre à l'ergonome, au préventeur, de se saisir du sujet et en fait de profiter d'avoir un petit peu la main sur cette thématique pour avancer sur d'autres thématiques de prévention qui peut-être avançaient un peu moins avant. Et ça, en tout cas, l'exosquelette comme un enjeu stratégique, je le vois de plus en plus. Je suis totalement d'accord avec toi parce que nous, les gens viennent nous voir, enfin les prospects, les clients viennent nous voir pour l'exosquelette. Et en fait, parfois, on se retrouve à juste faire un projet, à faire un projet 100% en ergonomie et où il n'y a pas du tout d'exosquelette, on va réorganiser le travail. Et ça, c'est top pour notre profession aussi, c'est hyper gratifiant. Et oui, c'est aussi une porte d'entrée pour les ergonomes pour faire de l'ergonomie. Voilà, ça, je suis complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup cette vision de l'exosquelette comme porte d'entrée et porte de sortie. Finalement, en entrée pour une demande, j'arrive avec l'idée qu'on va mettre en place un exosquelette et finalement, en fait, dans tout le diagnostic que je vais faire de la situation de travail dans son ensemble, en fait, je vais me rendre compte que c'est peut-être pas la solution qui est la plus adaptée ou alors rentrer par la porte des TMS et se rendre compte qu'au fur et à mesure, peut-être qu'un exosquelette serait adapté sur une tâche précise avec cette idée que finalement c'est pris en compte dans l'activité de travail et donc c'est adapté à ce qui est fait réellement sur le terrain. Je trouve ça très encourageant et très motivant pour la suite des interventions pour les intervenants du travail. Avant qu'on conclue, est-ce que dans le public il y a une deuxième question? C'est une question qui s'adresse à vous qui avez de l'expérience. Est-ce que les exosquelettes, c'est du passé ou c'est du futur? C'est une vraie question de philosophie. Mais non, je dirais que c'est un sujet très actuel. Donc c'est pas du tout un sujet du passé, puisque ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 7 ans, c'est un sujet qui a vraiment évolué et qui s'est vraiment amélioré, qui a pris en compte beaucoup de critères qui n'étaient pas à l'initial. Et donc je pense que c'est plutôt un sujet actuel et du futur. Donc c'est un sujet qui va rester, en fait, je pense qu'il va encore évoluer, c'est-à-dire que peut-être que dans 5 ou 10 ans, on n'aura plus du tout les mêmes dispositifs, peut-être qu'on en aura moins, peut-être qu'ils seront plus spécifiques. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer parce que ça évolue tellement vite que c'est quand même assez difficile. Mais en tout cas, moi, je peux dire que c'est juste actuel. Moi, ce que j'ai envie de dire sur cette question, je m'y attendais pas. Alors, en tout cas, si on veut qu'il y ait un futur pour ces dispositifs, il faut qu'il y ait justement cette démarche d'intégration. Il faut que des ergos, la HSE prennent ce sujet en compte pour qu'il n'y ait pas de déviance et pour qu'on développe ça sereinement justement et qu'il n'y ait pas de ce qu'il y a eu au début en fait, de dire ouais prenez, voilà là j'ai ce dispositif, c'est un exosquelette et c'est un remède miracle, ça va réduire tous les troubles musculo-squelettiques. Non, il faut, voilà, pour qu'il y ait un futur en tout cas, il faut qu'il y ait les ergonomes qui s'y intéressent, les préventeurs, HSE, peu importe, prennent ce sujet en main à bras le corps pour justement que ce soit intégré de la meilleure manière possible. Sujet futur aussi puisqu'il est développé dans d'autres secteurs d'activité que la prévention pure et dure. Il y a de plus en plus d'exosquelettes pour tout ce qui va être éducation, activité physique et sportive.
Il y a des exosquelettes pour les militaires, il y a des exosquelettes pour le médical, tout simplement. Et en fait aussi, il y a pas mal de recherches en ce moment qui sortent là, sur les exosquelettes et qui permettent énormément de faire avancer la compréhension des articulations complexes type épaule. Et typiquement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les exosquelettes sont une bonne occasion de financer les scientifiques pour faire avancer la compréhension du corps humain, les modèles biomécaniques, et puis aussi tout ce qui va être... parce que là, on parle des exosquelettes qui sont des systèmes portés, mais il y a aussi tout ce qui est vraiment cobotisation, au final, avec tout ce qui est robot collaboratif, etc., qui, en fait, sont les cousins, j'ai envie de dire, cousins un peu complexes des exosquelettes, mais qui se dirigent un petit peu dans la même veine, avec des exosquelettes dans le futur qui pourront répondre aux sollicitations de la personne qui le porte. Donc typiquement, une sollicitation musculaire égale une activation à un certain niveau. Enfin, là, on est sur des exosquelettes passifs aujourd'hui, mais on se dirige de plus en plus vers des exosquelettes actifs, éventuellement, ou alors sur des passifs complexes qui peuvent répondre à plus qu'un seul... en fait, ils vont plus être forcément monotâches, dans le sens où ce sera plus forcément flexion-extension. On pourra éventuellement faire un petit peu d'abduction et d'adduction. On va conclure cet épisode et du coup je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir répondu positivement à notre invitation, donc Audrey et Marianne, merci beaucoup. Merci au public qui était présent pour l'enregistrement de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été présent et de nous soutenir. On remercie également Preventica de nous avoir laissé la chance de pouvoir enregistrer cet épisode avec des personnes qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés en direct. Merci également à eux parce qu'ils sont partenaires de toute la saison 2 de Parlons peu, parlons ergo. Et c'est pas rien, c'est important pour nous. Ça nous permet de vous proposer des épisodes chaque mois. On remercie également tous nos patriotes sur Patreon, notre plateforme de financement participatif. C'est important pour nous parce que pour cette saison 2 et pour que les prochaines saisons aient lieu, on a besoin d'avoir un financement et on aimerait en fait le faire de manière plus indépendante, ne plus avoir à chercher de sponsors parce que ça nous prend du temps qu'on ne peut pas mettre forcément dans la préparation des épisodes. Donc on vous encourage, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, à nous aider financièrement sur cette plateforme. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous y suivre. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez toujours retrouver le lien des Patreon un peu partout qui sont sur tous nos réseaux. Merci également à l'équipe de rédaction pour cet épisode parce qu'il y a toujours une grosse préparation pour nos épisodes en amont. Du coup, remerciements à Léo Siki, Cassandre Dubo, Thibaut Marcoux et Paul Fortaba. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, pour vous tenir informés des prochaines nouvelles. À bientôt!